La République démocratique du Congo est aujourd'hui victime d'une agression barbare de la part d'un pays voisin, le Rwanda. Comme vous le savez, cette agression a causé plusieurs pertes en vies humaines. On parle des millions de morts dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda qui est auteur de cette agression avec comme supplétif les M23 et l'AFC. Plusieurs demandes, plusieurs dénonciations, appels à des sanctions ont été formulés de la part de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, enfin, la communauté internationale, les Nations Unies ont décidé de sanctionner ce pays voisin. Quelle stratégie, quelle posture, que doit faire la République démocratique du Congo à ce stade par rapport à cette situation? Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission pour vous, une fois de plus, Monsieur Christopher Ngoï-Moutamba, coordonnateur général de l'Alliance des forces sociales, mais également coordonnateur général de la société civile de la RDC. Monsieur Christopher Ngoï-Moutamba, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus de nous recevoir ici chez vous et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Alors, nous l'avons dit dans l'entame de cette émission, enfin, les Nations Unies, la communauté internationale dans son ensemble viennent de sanctionner le Rwanda, commanditeur de l'agression dans la partie est de la RDC. Les Nations Unies demandent également un cessez-le-feu immédiat et le retrait de troupes rwandaises dans l'est de la RDC. En tant que l'un des acteurs majeurs de la société civile, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Quel sentiment, qu'est-ce que ça vous a fait après avoir appris cette information? Nous sommes très ravis d'entendre les Nations Unies à travers la résolution 2773 intimer l'ordre au Rwanda et à ses supplétifs d'abandonner le territoire congolais. Mais malheureusement, nous constatons que le Rwanda, tout comme ses supplétifs d'un 23, n'obtempère pas. Et tout simplement qu'il n'est considéré par les Nations Unies, je ne pense pas. C'est tout simplement par le fait que le Rwanda est persuadé que les Nations Unies en tant qu'institution peuvent décider. Mais en interne, il y a des acteurs qui ne sont pas si sévères avec eux. Alors, c'est ça l'attitude affichée par le Rwanda, ou l'attitude affichée par le Rwanda voudrait dire ça. Est-ce que vous êtes d'avis, comme certains, que après les dénonciations faites par la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, qui a aujourd'hui, on peut le dire comme ça, dans une certaine mesure, obtenu gain de cause grâce à la diplomatie, est-ce que vous êtes d'avis, comme certains, qu'il faut que, au-delà de ces sanctions verbales, que les Nations Unies passent notamment aux actions concrètes? Moi, je crois que les Nations Unies doivent passer aux actions concrètes. Ils ont déjà la MONUSCO ici sur notre territoire. Et la MONUSCO qui se trouve malmenée. Je prends l'exemple, par exemple, de Goma, où j'ai vu sur des vidéos les éléments d'M23 en train d'harceler la MONUSCO. Vraiment. C'est quelque chose d'inconcevable. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Et c'est tout simplement parce qu'il s'agit du Rwanda que le Rwanda, Kagame peut tout se permettre. Ou tout simplement parce que Kagame considère qu'ils peuvent dire ça, mais en réalité, lorsqu'il échange avec certains hauts responsables au niveau des Nations Unies, bon, il y reçoit des assurances que voilà, ça, on a dit ça, mais n'obtempérez pas. Ou tout simplement, il considère que les multinationales qui sont derrière lui sont plus puissants que les Nations Unies, ou simplement qu'il considère que le sang des Congolais n'a pas de valeur. Parce qu'il faut le dire, juste après ces sanctions, on a vu une explosion qui s'est déroulée lors d'un meeting de Corneille Nangaa, et ça a
encore occasionné des pertes en vies humaines. Est-ce que, d'après vous, la communauté internationale ou les Nations Unies ont juste fait ça parce qu'ils ont été aussi plusieurs fois accusés de complicité dans cette situation? Est-ce qu'il faut croire à ces sanctions-là? Quel crédit donnez-vous à ces sanctions? Bon, moi je pense que les sanctions sont une chose. Elles sont nécessaires, d'autant plus qu'elles montrent clairement que voilà, il y a quelqu'un ou un pays qui est en faute, qui est en train d'occuper l'autre. Mais retenons que le Rwanda fait partie de la communauté internationale. Mais pays non signataire du traité de Rome. Du statut de Rome. Non signataire du statut, mais fait partie de la communauté internationale. Nous, Congolais, nous considérons que nous sommes occupés par la communauté internationale. La communauté internationale n'a qu'à s'organiser en son sein. Que ce soit à travers les Nations Unies, ainsi de suite, et tout ça, pour que nous puissions constater que réellement le Rwanda est parti. C'est ce qui nous intéresse, nous. Ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas tout ce qui... L'explosion, ceux qui occupent la ville de Goma, c'est l'M23. Et lorsque, dans leur meeting, on voit même Willy Ngoma en train de faire un geste, de faire un signe pour dire, bon, il n'a pas entendu jusque-là la détonation. Qu'est-ce qui se passe? Et à la minute qui suit, ou à la seconde qui suit, il y a une détonation. Et il s'étaille, les gens sont morts. Et également, dans ce meeting-là, les Congolais manifestent ouvertement qu'ils ne veulent plus la présence des Rwandais. Très bien. Ils leur disent, vous avez entendu un meeting où il était en train de parler, et la population entendait une chanson, ça c'était à Goma toujours. La population entendait une chanson pour dire qui c'est qu'il dit, ainsi de suite. C'est pour dire qui c'est qu'il est président. C'est pour dire la population n'est plus c'est un désaveu c'est un désaveu. Et même à Bukavu, c'est une façon de s'aimer la terreur, faire voir à la population que, écoutez, vous n'avez qu'à vous soumettre, pas que vous n'avez votre choix. Donc, ils sont là, ils enlèvent les gens dans les hôpitaux, ils arrachent les gens dans des mains des médecins pour les amener à des situations qu'on ne connaît pas. Alors, c'est-à-dire, on a atteint un niveau d'agressivité, un niveau de chosification que nous ne pouvons plus accepter. Très bien. Alors, monsieur... Et dans tout cela, nous disons, nous, population, nous avons aussi trop observé. Soit nous n'avons pas suffisamment agi, et nous sommes obligés maintenant d'agir alors très sérieusement, donc passer à la vitesse supérieure. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays, et chaque heure qui passe, ou chaque heure qui passe, que nous passons sous occupation du Rwanda, parce que le Rwanda n'occupe pas l'Est de la RDC, mais il occupe la RDC. Et chaque Congolais doit se sentir concerné. Chaque minute qui passe sous occupation, que nous passons sous occupation rwandaise, sous occupation de la communauté internationale, nous fait extrêmement mal. Voilà. Alors, juste après ces sanctions déclarées par les Nations Unies, vous l'avez certainement suivi, c'est lui que d'aucuns qualifient de taiseux. L'ancien président Joseph Kabila est sorti de son silence pour demander notamment à la République sud-africaine, qui soutient militairement les RDC, de ne pas soutenir militairement la RDC. Il dit l'Afrique du Sud, qui est un pays des valeurs et d'humanisme, devrait ne pas soutenir, envoyer ses troupes sur le sol congolais. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Que vous inspirent ces genres de propos? Bon, ces genres de propos indiquent clairement la nature de M. Kabila. C'est un sanguinaire. Et il confirme qu'il est venu ici avec les Rwandais. Ils ont assassiné beaucoup de Hutus. À Tingi-Tingi, un peu partout. C'est lui qui avait pris Kisangani. Avant Kisangani, il y avait Tingi-Tingi. Il y a eu un bain de sang. Et ce qu'il a pu faire à la tête de ce pays, c'est ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. C'était pour faciliter ou favoriser ce qui se déroule présentement. Parce que le M23, c'est sa création. Ça vient pratiquement renforcer cette thèse-là. Oui, le M23, c'est sa création.
Et voyant les M23 en difficulté, c'est-à-dire le Congo bénéficiant de l'apport de certains pays, voire des pays amis, pour lui, juste ça des mauvais oeils. Quelqu'un qui est même gratifié. Et qui bénéficie de statut d'ancien chef d'État. D'ancien chef d'État et puis sénateur à vie. Aucun message de compassion par rapport... Aucun message de compassion par rapport aux populations. Aucune réprobation par rapport à l'occupation du territoire, du pays qu'il a gouverné pendant plus de 18 ans. Allez-y comprendre. Et maintenant, là, il s'en prend à un pays voisin, un pays ami, que nous avons aidé par le passé, qui se trouve dans l'obligation de pouvoir nous venir également en aide. Peut-être qu'il est ignorant de l'histoire. Alors, tout simplement, c'est parce qu'il est acteur, c'est lui le géniteur des M23, et il travaille pour les intérêts du Rwanda, et il ne peut pas accepter, il ne peut pas voir d'un bon oeil que le Rwanda ou l'Afrique du Sud puissent nous venir en aide. C'est clair. Comment comprenez-vous les propos de Joseph Kabila quand il dit par exemple que les revendications légitimes, les revendications du M23 et de l'AFC sont les revendications de la population, ce sont des revendications légitimes et que envoyer des troupes étrangères pour soutenir la RDC ne risque que aggraver la situation, créer des troubles au niveau national. Comment vous jugez ces genres de propos? Monsieur Kabila voudrait dire c'est une négation à la démocratie. Monsieur Kabila déjà avait appelé la population à ne pas s'enrôler dans la logique de la démocratie. En demandant à ses membres de ne pas s'enrôler, de ne pas participer aux élections, il avait une idée derrière la tête. Cette idée, c'était quoi? Faire la guerre au Congo. Et maintenant qu'il est en train de faire la guerre au Congo, il est tout à fait normal qu'il justifie cette guerre-là en disant que c'est une revendication légitime pour un peuple qui sort des élections. Les élections, c'est un contrat social. Les élections, c'est une expression populaire du souverain primaire. Avec un délai bien déterminé. Avec un délai bien déterminé. Et le peuple ne connaît que ce mécanisme-là. Par voie d'élection, pour faire passer son message, pour configurer le pacte social. Avec le pacte social, puis la vie sociale, la vie politique, parce que c'est le peuple qui gouverne à travers ses représentants. Mais lorsque on voit quelqu'un qui est arrivé ici comme simple soldat, avec des bottes aux pieds, et oublié, malgré ses 18 ans à la tête de ce pays, qui s'appelle République démocratique du Congo, oublier ce que c'est la démocratie, oublier les voies par lesquelles on s'exprime en démocratie, les voies par lesquelles on accède aux responsabilités publiques. Alors je trouve que, et puis ce n'est pas surprenant, parce que nous voyons sa propre création. Nanga, qui a été président de la CENI, quitter cette position-là, honorable, pour se retrouver aux chefs de guerre. C'est contradictoire. C'est contradictoire, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, nous devons comprendre que dans ce pays, il y a deux camps. Le camp qui ne mise, qui ne jure que par la démocratie, et le camp qui ne mise, qui ne jure que par l'agression ou la guerre, ou les coups d'État. On dit, on ne change pas l'esprit des gens. La manière dont Kabila est arrivé dans ce pays, c'était par le canon, et il trouve que c'est le meilleur moyen de récupérer le pouvoir, c'est le meilleur moyen de pouvoir le contrôler toujours avec le canon. Très bien. Et ça ne nous surprend pas. Et dans ça, nous, population, il nous appartient maintenant d'établir cette démarcation entre deux groupes, parce que les amis des Kabila se regroupent même dans la sphère politique. Où vous trouvez, il y a des gens qui ont hésité à condamner ce qui s'est passé à l'Est là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé d'autres mots que de dire non, il faut dialoguer par rapport à ce qui s'est passé à l'Est là-bas. Alors que dans une situation d'injustice comme celle que nous vivons aujourd'hui, lorsque quelqu'un choisit d'être neutre, c'est que il est complice. Il est complice
il soutient l'agresseur. Très bien. Monsieur le coordonnateur général, aujourd'hui, beaucoup sont d'avis qu'il faudrait, comme on l'a fait pour Corneille Nangaa, de déférer en justice Monsieur Joseph Kabila après sa sortie médiatique. Beaucoup pensent même qu'il faut le retirer de son statut d'ancien chef d'État et saisir même des biens qu'il a acquis après avoir été à la tête du pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je partage largement ce point de vue. Pourquoi? Parce que M. Kabila, d'abord, c'est un criminel. Sa gestion de la RDC pendant 18 années est jalonnée de beaucoup de crimes. Il y a des fausses communes, pas plus loin qu'à Maluku ici. On n'en a jamais évoqué. On n'a jamais évoqué ça, on n'a jamais exploré. M. Kabila, quand il est venu en tant que membre de l'AFDEL, j'ai souligné ici le massacre des Hutus par milliers qui étaient à Tingi-Tingi. Et d'aucuns ont été poursuivis jusqu'à l'Équateur. Bon, M. Kabila a décimé la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est censé être son père. Il les a tués. M. Kabila est très réfractaire à tout ce qui est droit de l'homme. Il a tué Flobé Tchebeya, Armand Tungulu, Mukendi Rossi. Et donc c'est un criminel. Mais moi ici je l'ai échappé belle. Sa famille politique demande qu'il puisse revenir au pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est quand même faisable aujourd'hui? Non, écoutez, on regarde la Constitution. Famille politique. Sa famille Monsieur politique. Kabila, il est arrivé ici comme rebelle et il l'est resté. Bon, il essaie de porter le kazakh politique de démocratie avec certains affairistes qui le suivent derrière juste pour se retrouver. Alors, lui qui a choisi librement, il a choisi de ne pas s'inscrire dans le processus démocratique qui a conduit aux élections de l'année dernière, de fin 2023. Et aujourd'hui qu'il voit que l'herbe se coupe par ses pieds, il se réveille, il veut changer de kazakh. C'est-à-dire enlever son kazakh militaire pour porter celui d'un politicien, mais il le fait maladroitement. Il le fait maladroitement. Et aujourd'hui, tout le monde sait que M. Kabila, c'est lui le géniteur d'un M23. Dès son retour sur l'échiquier politique, il a soutenu le M23. Il n'a jamais condamné l'agression, la RDC. Il ne s'est jamais apitoyé sur le sort des Congolais, les massacres qui sont perpétrés à longueur de journée. Mais également, il menace tous les pays voisins qui osent nous venir en aide. Voilà son profil. Alors, que vous inspire l'arrivée du procureur général de la CPI, la Cour pénale internationale à Kinshasa? Est-ce que vous pensez que cela pourrait être une lueur d'espoir pour essayer un peu de sanctionner toutes les personnes qui sont impliquées dans... C'est une lueur d'espoir et c'est ce qui fait jaser M. Kabila. Parce que tout ce qu'il a posé comme acte, et les actes qui sont posés par le M23 aujourd'hui dans ce pays, qui sont suffisamment documentés et suffisamment outillés. Avec les rapports des Nations Unies aussi. Oui, sans compter les rapports mapping et autres. M. Kabila se sent maintenant menacé. Et c'est ce qui justifie même qu'il ait changé, qu'il ait choisi l'option de changer de kazakh pour s'habiller, apprendre le kazakh des politiciens en réactivant, en actualisant sa structure politique entre guillemets. Mais tout cela est tissé de fil blanc. On comprend ce qu'il est en train d'entreprendre. Nous souhaiterions que, en marge de l'arrivée du procureur de la CPI dans notre pays, qu'il puisse se saisir de toutes les preuves qui sont à profusion, parce qu'il y en a partout, qu'il puisse se saisir de toutes ces preuves, établir des responsabilités aussi bien sur le plan pénal, civil, que même moral. Donc, M. Kabila est l'auteur de tout ce qui se passe ici. Alors, il faudrait qu'un mandat d'arrêt soit lancé également contre lui. Les Nangaa, M. Kagame, qu'il fasse partie du statut de Rome ou pas,
mais il faut qu'ils soient poursuivis. Et qu'ils répondent de leur... Il faut qu'ils répondent de leurs bêtises. Très bien. Alors, maintenant, moi je pense que c'est ce que nous attendons de la CPI, nous n'attendons plus autre chose. Très bien. Monsieur le coordonnateur, vous avez, le week-end dernier, animé une très belle conférence, il faut le dire. Vous avez été ovationné dans la salle, frénétiquement la salle applaudit après votre brillante intervention, où vous avez été parmi les intervenants lors d'un panel sur la conférence ou la projection débat du film Congo, le silence des crimes oubliés. Vous avez également fait une bonne proposition à travers laquelle vous demandez la création d'un tribunal pour la RDC. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des solutions pour remédier à cette problématique? Oui, mais vous savez, cher ami, lorsque nous retrouvons devant un scénario répétitif. On tue, on adopte la même attitude, on négocie. On donne des postes aux gens. On donne des postes aux gens et ils se retrouvent, eux là, les tueurs, les bourreaux, ils se retrouvent en train d'administrer les victimes. On a fait ça, je crois, 3 fois. Et ça finit par faire comprendre à ces gens que, l'impunité est érigée en système. Et la frénésie peut être atteinte à travers en tuant des gens, des innocents. C'est la voie pour accéder C'est la voie pour accéder à des responsabilités publiques. Ces innocents-là, le sang, il n'y en a qui est trop coulé parce que si on pouvait quantifier, ça serait un fleuve aujourd'hui. Mais ce sang-là n'a pas de valeur pour les autres. Même s'ils abordent de temps à autre le discours démocratique en parlant de souverain primaire et tout ça. Un souverain primaire, c'est-à-dire celui qui porte la primauté de la souveraineté. Mais que vous exécutez sans vergogne, sans vous gêner. Alors, moi je pense qu'au stade actuel, il ne faudrait pas donner l'impression d'encourager le mal. Encourager le mal voudrait dire celui qui sait que, ou qui, dans sa structure mentale, parce que Nanga a utilisé le terme, de dire, faudrait-il qu'il y ait combien de morts pour que M. Tshisekedi accepte de négocier. Donc il reconnaît qu'ils sont... Il reconnaît que c'est un tueur. Donc, sa mécanique pour pousser à obtenir un dialogue, c'est de tuer le plus congolais possible. Et il sait qu'il a en face de lui, nous autres ici, il a en face de lui le président Tshisekedi, qui ne va pas supporter de voir autant de sang couler, et il sera exténué et poussé à dire, voilà, j'accepte, c'est ça la caractéristique de nos Bantous. Moi je pense que trop c'est trop. Il est temps qu'on arrête avec ça. On ne peut plus accepter ça, et on ne peut plus déployer un tapis rouge pour ces gens-là qui nous tuent, parce qu'ils sont habitués à des tapis rouges. Pour eux, c'est-à-dire le rouge là, c'est le sang, plus habitués à ça. Et Konan a dit que d'ici la fin du mois de mars, il va atteindre Kinshasa. Comment il nous trouvera. Il nous trouvera. Kagame Paul, qui est derrière lui, ses forces est arrivé juste dans le faubourg de Kinshasa ici. Nous avons des faits ici dans la ville de Kinshasa. Il y a des images. Moi j'ai même vu, on attrape un Rwandais comme ça, on le maîtrise et on met la tête dans l'eau. Il étouffe, il boit l'eau et puis il s'éteint. C'était bien filmé et ça c'est des leçons. Et ça, Kinshasa c'est pas... Je sais, en tant que responsable de la société civile, j'ai sur parfum de beaucoup d'informations. Je sais qu'ils ont déjà planifié la prise de Kinshasa avec des forces qui sont tapies dans la ville ici. On parle même d'une forte infiltration, laissée depuis le régime Kabila. Oui, et même dans le Congo central, dans le Bandundu, on sait qu'ils ont déjà positionné des gens là-bas. Alors comment... mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur, je dis et je répète, je l'ai dit aux Kinois. Il ne faudrait pas qu'on continue à nous dire que
rester à la maison, observer. Non. Il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil. S'il faut faire des veillées de surveillance, faites-les. Faites-les. Si jamais on entend des bruits, que chacun prenne ce qu'il peut prendre. Qu'il se mette debout, qu'il sorte de sa maison. Et en sortant de la maison, la première protection, c'est de barricader toutes les avenues. Les empêcher de pouvoir circuler librement. Barricader d'abord. Et en découdre avec eux, parcelle par parcelle, quartier par quartier. Qu'on ne se laisse pas faire, ou qu'on ne nous dise pas que nous restons dans la maison, la situation est au contrôle, on verra, on vous dira s'il faut entreprendre par après, on n'acceptera pas ça. Puisque nous parlons d'infiltration, monsieur le coordinateur général, comment jugez-vous aujourd'hui l'attitude de certains officiers supérieurs militaires, notamment qui ont abandonné des munitions et des armes à Goma et même à Bukavu, alors que les Wazalendo, qui sont pourtant des civils, ont fait face à la menace étrangère rwandaise? Et comment jugez-vous aujourd'hui le silence que certains qualifient aussi de complices de certains membres de l'Union sacrée? Le chef de l'État l'a même dit au cours d'une réunion avec les sociétaires de l'Union sacrée. Très peu, ce sont vous, en tant que coordonnateur de la société civile, vous sortez toujours à chaque fois, vous prenez le devant pour défendre la nation, mais des membres de l'Union sacrée, même certains officiers supérieurs, restent dans le repli. Comment jugez-vous l'attitude de ces personnes-là qui devraient en principe prendre aussi les devants? De un, la chaîne de commandement, c'est elle qui est à la base de la désactivation de notre armée. Là, je parle du fond. Là, je parle des ordres qui viennent de Kinshasa ici. C'est dénoncé, c'est connu de tout le monde. Mais on est étonné quand même de constater que depuis que cela est arrivé, ou depuis que cela est en train de se dérouler, on n'a arrêté personne, on n'a condamné personne, et je ne suis pas le premier à le dire. Et également, je suis étonné de constater que malgré qu'on connaît certaines personnes, des infiltrés, malgré qu'ils ont posé des actes de décrochage ou de trahison, mais on continue à les responsabiliser. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo, un son, une bande sonore de Wazalendo, qui sont en train de récuser un certain Wokotazo. C'est cela qui est à la base du décrochage à Goma. Et maintenant, là, on le responsabilise encore pour qu'il puisse contrôler Ouvira. Et lui ne se gêne même pas, il fait pression sur certains responsables, certains Wazalendo, pour leur dire non, vous devez être disciplinés, vous devez obéir à ceci, à cela, c'est-à-dire aux ordres qu'il donne, qui n'ont pour mission que de permettre à l'ennemi de gagner du terrain. Ça, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, il faut qu'on nous dise quand même pourquoi on continue à responsabiliser ces gens-là, alors qu'ils sont connus comme ayants. Pourquoi la solde des militaires n'arrive pas jusqu'au front? Comment peuvent-ils tenir? Parce qu'il y a d'autres qui m'ont appelé pour me dire que, écoutez, nous sommes perchés au sommet des montagnes, en périphérie de la ville de Bukavu. Ici, dans les montagnes, il n'y a même pas de village où vous pouvez compter sur la population, l'apport ou l'appui de la population. Mais comment allons-nous survivre, allons tenir le siège, pas de munitions pendant le temps, tout en étant affamés? Même le peu qu'on nous paye là, qu'on nous le paye. Qu'on le paye. Mais où va cet argent? Nous sommes dans un monde où il y a le numérique, il y a tout ça. On peut faciliter que l'argent arrive même dans les téléphones de ces gens-là. Parce qu'ils nous demandent l'argent là, nous sommes obligés maintenant là, par exemple aujourd'hui. On a envoyé des gens de l'argent à travers les M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. On est obligé parce qu'on ne peut pas se retenir. Quand quelqu'un vous dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, je manque même 10 000 francs ici, si vous en avez, envoyez-moi. Soit nous les condamnons à se retourner maintenant contre la population pour commencer à piller. Et en pillant, vous savez ce qu'il y a comme conséquence? Celui qui vous avait pillé, il pleure. Et
Et vous, vous êtes dans un jeu où la vie est engagée. Et après avoir pillé, vous allez au fond là-bas, on vous tire une balle, la première balle va vous attraper. Alors, comprenez que ce qui se passe ici n'est plus normal, Excellence, Monsieur le Président. Ce n'est plus normal. Les faits sont là. Les faits sont là. Donc, si aujourd'hui nous avons perdu Goma, nous avons perdu Bukavu, on ne peut pas dire qu'on a perdu. C'est une bataille. C'est tout simplement parce que il y a des autres qui ont été mal donnés. Il y a une désactivation, un décrochage. En état de guerre, ces gens-là, on les capte, on les arrête d'abord, on les met au cachot. Ils doivent s'expliquer. Mais le fait de les laisser sur terrain, alors qu'ils ont déjà commis ce genre de forfait, et qu'il vaudrait à dire qu'on leur donne le temps de finaliser leur besogne. Donc on ne peut pas ça. On ne peut pas faire ça. Donc maintenant là, revenons sur l'Union sacrée. Bon, nous tous on a été surpris. On a été surpris de constater que le pays est agressé et tout. Mais bon, très peu. Trop peu ont réagi. Oui. Trop peu étaient sur terrain. Jusqu'à ce que le président lui-même a constaté vraiment. Lui-même le dise. C'est alors que les gens se réveillent et d'autres sont en train encore de se réveiller maintenant là. Alors que je vous ai dit que nous n'avons que deux options. Soit vous êtes avec l'agresseur en intelligence, soit vous êtes patriote, vous êtes de l'autre côté. Et les patriotes, on les a vus vibrer parce qu'il y a des faits qui ne pouvaient pas vous laisser indifférents. Si vous êtes vraiment patriote et vous vibrez, vous avez le sang congolais qui circule dans vos veines, vous ne pouvez pas rester indifférent. Est-ce que vous pensez qu'une erreur a été aussi commise de pouvoir accepter de recevoir dans l'Union sacrée certains qui ont été même des caciques dans l'ancien régime? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas se rassurer que s'ils sont pas ou ne sont pas de mèche avec nos agresseurs, parce qu'on a pratiquement dans l'Union sacrée non seulement récupéré ceux qui ont été dans l'ancien régime, mais octroyé aussi des postes de responsabilité. Nous avions dit que, de un, l'Union sacrée ne devait pas être un fourre-tout. Nous avons des partis politiques sans idéologie affichée. Bon, surtout que la société civile avait demandé une rupture avec la coalition FCCK. Oui, les gens viennent ou venaient dans des coalitions de ce genre, bon, mus par les affinités tout simplement. Aucune vision, aucune idéologie, et tout ça, ils se retrouvent peut-être comme un conglomérat d'amis. Bon, dans ce contexte, dès que le pays est secoué, l'État est secoué, c'est la déflagration, il se disperse. Alors, et maintenant là, la résistance repose sur qui? Sur le souverain primaire. C'est le peuple qui a manifesté et qui va encore manifester, qui a fait que l'Occident ou la communauté internationale a compris que non, si nous prenons garde, nous risquons de perdre le Congo. Très bien. Monsieur le coordonnateur... Et également, les Ouazalendo qui sur terrain, avec bravoure, ils tiennent tête à l'agresseur. Donc, c'est ça la base. Et dans ce contexte ici, où les gens sont arrivés dans des coalitions pour se dire c'est là que se partagent les responsabilités politiques ou les avantages, et qu'en cas de difficulté, ils se dispersent, il est temps maintenant que le président considère que la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de s'appuyer sur le souverain primaire, sur la population. C'est cette population qui est censée avoir envoyé tous ceux qui sont là-bas dans les institutions comme ses représentants. C'est cette population au nom de laquelle les gens occupent des responsabilités publiques. Alors, actualité oblige, monsieur le coordonnateur général, le président a annoncé également la formation très prochaine d'un gouvernement d'union nationale. Il entend certainement élargir le champ à d'autres opposants. Est-ce que vous êtes de cet avis, vous partagez ce... Bon, moi je pense que maintenant là,
nous voulons un gouvernement qui doit mettre fin à la guerre. Très bien. Ce n'est pas un gouvernement de l'âge national ou avec des opportunistes qui vont venir... ou tout simplement le maître mot, hein, ou le soubassement, c'est qu'il faut satisfaire un groupe de gens. Non. Maintenant, là, on doit satisfaire le peuple. Satisfaire le peuple, c'est-à-dire extirper le mal qui nous ronge maintenant. C'est la guerre, en ce moment-ci. Il faut trouver des hommes capables de mettre fin à cette guerre. Nous avons un gouvernement éléphantex, plus de 50 ministres et vice-ministres. Mais on ne les sent pas. On ne les sent pas. Alors, ça ne sert plus à rien de revenir sur ce type de format de gouvernement. Même sur le mode de désignation, qui est dicté par politique. Représentation à l'Assemblée nationale, non, tout ça. Non. Maintenant, nous sommes en une période d'exception. Nous sommes menacés, le pays est assiégé, il y a la guerre, et il faut y mettre fin. On a besoin juste d'une seule considération, la capacité à contribuer à mettre fin à la guerre, un point c'est tout. Très bien. Pas politique, attendez quand nous serons en temps normal. Maintenant, les opposants. Oui, moi je pense que, je vous ai dit, soit vous êtes vraiment affiché avec les opposants, avec l'agresseur. Malheureusement, c'est le cas pour la plupart des acteurs politiques se recrutant dans l'opposition. Soit vous êtes patriote. Voilà. Vous avez condamné ce qui se passe et vous estimez que ces agresseurs-là ne méritent même pas un dialogue, ne méritent pas d'être écoutés considération. Parce qu'ils ont tué des gens. Parce qu'ils ont tué des innocents. Et voilà les deux options qui s'offrent. Et si nous sommes dans l'optique de terminer la guerre, on peut terminer la guerre avec ceux qui sont dans la composition de pouvoir terminer la guerre, ceux qui sont disposés à pouvoir terminer la guerre. On ne va pas mélanger parce qu'on veut faire l'union nationale. On prend ceux qui veulent que la guerre perdure, ceux qui sont contents qu'on tue les Congolais, vous les mettrez ensemble avec ceux qui se battent pour que la guerre se termine. À ce moment-là, vous ne faites rien parce que vous allez créer une structure qui n'est pas homogène, qui n'est pas cohérente non plus. Il y aura une action qui est menée, mais avec des inhibiteurs à l'action en son sein. Très bien. Alors, ça c'est vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Donc, le président doit réunir des personnes qui sont dans la même intelligence que lui. Des personnes qui pensent que la guerre doit se terminer et les Rwandais et ses supplétifs doivent quitter le territoire congolais sans condition. Et ces gens-là, il les mettra dans le gouvernement, on les verra en train de faire du très bon travail partout où ils iront. Très bien. Voilà. Nous sommes pratiquement vraiment à la fin de notre entretien. Une toute dernière question, avant certainement de vous accorder aussi un mot de la fin et un message à la population qui vous suit beaucoup. Que pensez-vous de l'initiative entreprise par les pères de l'Église, notamment la Synco et l'ECC, l'Église du Christ au Congo, dans la médiation pour un pacte social et républicain pour la paix? Et quelle chance accordez-vous à cette démarche? On les a vus sillonner, parcourir, aller rencontrer toutes les parties prenantes pour décrisper la situation. Pensez-vous que cette initiative va aboutir? Que pensez-vous de cette initiative? Bon, je respecte beaucoup les religieux, mais je pense qu'ils ont mal circonscrit d'abord le contexte et le problème. Nous sommes devant une guerre d'agression. L'ennemi est chez nous. L'ennemi est chez nous. Chez nous, c'est-à-dire au Congo. Et chaque Congolais doit se sentir agressé. Mais si il est des Congolais qui se considèrent qu'on a agressé l'Est, bon, ils ne sont pas concernés ou ils regardent la situation avec recul, et puis ils se disent, dans ce qui se passe là, qui ne se passe pas en eux, ils ne sont pas impliqués, mais dans ce qui se passe là, bon, essayons de trouver des médiations et tout ça. Bon, ils vont voir toutes les personnes qui consultent là. Moi, je pense que c'est indécent. C'est cracher sur la mémoire des innocents, des gens qui n'ont jamais fait de la politique.
des gens dont on ne connaît même pas leur confession, s'ils sont de quelle confession religieuse, qui ont tout simplement le malheur de se retrouver congolais sur un territoire convoité et de servir de monnaie de chantage ou d'éléments de chantage pour obtenir ou permettre aux agresseurs de se positionner, obtenir ce qu'ils cherchent, ce dialogue-là. Moi, je pense que je ne peux pas mâcher les mots quant à ça. Je pense qu'ils ont fait fausse route. On va voir ce qu'ils vont amener comme résultat. Mais dans le contexte actuel, si on emprunte la voie du dialogue, on va faire ce qu'on connaît déjà et ça va aboutir à ce que nous savons déjà. Et c'est même cautionné la thèse de Kagame, une affaire congolo-congolaise qui ne concerne que le Congo. C'est même cautionné la thèse de Kagame, le dédonner en même temps. C'est dédonner également Nanga qui a tué. Rien ne peut justifier toutes ces tueries-là. Rien. Même si le pays est mal géré. Rien ne peut justifier qu'on aille tuer des innocents. Jusqu'à présent, on enlève des gens dans des hôpitaux, on les amène à des endroits inconnus. On évente des femmes. On viole les gens, on viole des choses qu'on avait vraiment, qui appartenaient maintenant déjà au passé. Mais c'est revenu, on prend une personne devant la famille et tout ça, on crève les yeux parce qu'elle refuse. Et non, c'est indécent. Ça devait rebuter chaque Congolais. Fut-il pasteur, religieux ou simple. Ça devait rebuter chaque Congolais. Un Congolais normal ne peut pas accepter ça. Ne peut pas accepter ça. Et le fait de prêter l'oreille à ces gens-là, c'est leur dire que, écoutez, vous avez raison à faire ce que vous faites là, mais ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Moi, je pense que nous restons sous nos gardes. Et il y a des actions que nous allons encore entreprendre ici. Maintenant, il faut trouver comment concilier entre le refus de l'hôtel de ville de pouvoir manifester et l'obligation de manifester. Parce que la position de la population reste déterminante dans l'issue de cette crise ici. La communauté internationale n'écoute que quand la population vibre. Et bien nous allons adopter une position, nous allons montrer à cette communauté internationale-là que chaque Congolais est touché, est meurtri par rapport à ce qui se passe à l'Est. Alors, aussi bien à Kinshasa que partout ailleurs. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur le coordonnateur général, je m'en voudrais si je ne vous accorde pas un mot de la fin pour aujourd'hui, bien sûr, et un message à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment. Et surtout, il faut rappeler que vous êtes très écoutés par la population parce que la société civile, c'est la population, le souverain primaire. Quel message, quelle attitude la population doit prendre en ce moment où nous vivons cette agression rwandaise? Voilà. La population congolaise, nous sommes en train de trouver des signes que chaque Congolais devra arborer pour indiquer que nous sommes meurtris. Nous ne vivons pas normalement. Ce qui se passe à l'Est nous implique, nous touche au plus haut point, affecte notre quotidien. Et nous ne pouvons pas donner l'impression des gens qui vivent normalement pendant que nous avons l'Est qui est occupé par la communauté internationale. Le Rwanda fait partie de la communauté internationale. Malgré la résolution 2773, il n'obtempère pas. Et ça nous oblige à réagir parce que nous sentons que le Rwanda, soit il ne considère pas cette communauté internationale, soit nous n'avons pas suffisamment réagi. Et donc, le peuple, ici c'est un message pathétique. Le peuple congolais ne doit pas considérer que les sanctions à elles seules, les résolutions vont faire plier l'ennemi. Parce que l'ennemi se bat, pour lui c'est une question de survie. Le Rwanda n'a rien.
mais c'est une question de survie. Et nous également, c'est une question de survie. Nous sommes une puissance, nous avons demandé au président, nous sommes une puissance à travers les réserves dont nous regorgeons. Nous sommes une grande puissance. Et le président doit lever l'option de ne traiter qu'avec des grandes puissances. Je vois là les États-Unis d'Amérique, je vois là la Russie. Et nous, peuple congolais, nous devons nous considérer comme puissance parce que nous le sommes. Et nous devons maintenant trouver des mots ou des gestes. Pas en nous en prenant à ces États-là, à ces puissances-là, mais en leur disant qu'écoutez, pendant que vous êtes là, nous aussi nous sommes une puissance, mais nous sommes occupés maintenant. Nous sommes pillés, nous sommes meurtris. Alors, la société civile RDC est en train de trouver ces signes-là. Bientôt, la semaine prochaine, nous allons les présenter publiquement et appeler le peuple congolais, c'est-à-dire chaque Congolais, à manifester à travers le signe-là que nous allons donner. Et c'est ce qui fera en sorte que chaque étranger qui filme un Congolais ou qui croise un Congolais, ou les Congolais, quand ils se croisent entre eux, ils doivent savoir que nous ne sommes pas en état normal, nous sommes tués et notre sang coule à chaque seconde qui passe, notre sang coule. Il faudrait qu'on trouve le mécanisme pour pouvoir l'exprimer. Et dès la semaine prochaine, il y aura ce signe et nous allons décréter des actions très pacifiques où les gens vont vaquer à leurs occupations, mais tout en manifestant en même temps. Primeur pour la production de la semaine prochaine. En tout cas, grand merci à vous, monsieur le coordonnateur général de l'Alliance des forces sociales et de la société civile de la RDC, en dépit de vos multiples occupations, d'avoir accepté de nous recevoir ici pour cet entretien. Merci infiniment. Merci également à vous, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro. Nous avons reçu pour vous, monsieur Christopher Ngoï Moutamba, comme je l'ai dit, coordonnateur général de l'Alliance des forces sociales, mais également coordonnateur général de la société civile de la RDC. Avec lui, nous avons échangé autour de cette problématique de l'agression rwandaise ici en République démocratique du Congo, mais également des pistes de solutions pour arriver à mettre un terme à cette situation. Merci d'avoir suivi cette émission. Excellent suite de programme sur les différentes chaînes où nous serons diffusées cette émission. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro à la même heure, sur la même heure, évidemment, avec le même plaisir. Au revoir. Voilà. Ouf, moi je suis un bout d'homme là, donc j'espère que je suis quand même un peu lancé. Non, il est grand. Maître Cédric.